Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra. Bonsoir Philippe Perfettine. Bonsoir Lisa. Et nous sommes en compagnie d'Antoine-Marie Graziane. Bonsoir. 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 Vous êtes historien, vous allez nous parler d'un ouvrage qui va sortir donc en octobre 2017 aux éditions Piazzol, Ajaccio des Bonaparte. Une histoire évidemment qui commence au XVIe siècle. Antoine-Marie. Oui, c'est une histoire qui démarre en 1514 lorsqu'arrive le premier Bonaparte. Francesco, celui qu'on appelle le Maure ou Maurus, donc vraisemblablement le basané, doit être un peu, un petit peu coloré, qui arrive de Sarzane. Sarzane, c'est une localité très jolie d'ailleurs. J'invite tout le monde à aller faire un tour du côté de Sarzane, entre la Ligurie et la Toscane, c'est dans la zone de Massa Carrare, et c'est un lieu stratégique, c'est un endroit où il y a constamment eu des conflits entre la Ligurie et la Toscane. Et évidemment, comme il y a deux forteresses, il y a un certain nombre d'hommes de guerre. Et le Francesco le Maure est un homme de guerre. C'est quelqu'un qui est spécialiste des garnisons. Donc, c'est un homme de guerre, enfin un homme de guerre limité. La guerre consiste en fait, dans la réalité, à demeurer à l'intérieur de la garnison. Donc, il faut être assez clair là-dessus. Et on a son arrivée, on a vraiment la date de son arrivée, puisqu'on a l'acte, lorsqu'il arrive, il est dans la liste d'un certain Mancino, qui est un capitaine de Sarzane, et il est arbalétrier à cheval, et il va le rester de 1514 à 1540, date de sa mort. Donc on a toute sa carrière, et sa carrière est entrecoupée de déplacements à Sarzane, c'est-à-dire qu'il continue à avoir des biens à Sarzane, son frère a un poste relativement important sur le plan religieux, et donc à partir de ce moment-là, voilà, ça c'est la base des Bonaparte. Et on passe de ce personnage qui est un militaire à son fils qui reste un militaire mais qui est un stipendiate, c'est-à-dire un administratif, qui a donc deux casquettes, suivant les cas, soit il est militaire, soit il est stipendiate, et qui finira prêtre. C'est comme ça, à la fin de sa vie, il fera prêtre, et y compris il s'occupera de la chapelle de la citadelle d'Ajaccio. Donc vous voyez le voyage du personnage. Et ce Gabriel est assez intéressant parce que c'est le dernier militaire, disons, véritable de la famille Bonaparte, même si d'autres dans la famille, plus tard, pourront avoir demandé un poste de soldat de la garnison ou soldat à la porte d'Ajaccio. Donc on a cette possibilité qui est offerte en fait à toutes ces familles qui sont dans un premier temps des familles de Génois, entre guillemets, enfin de Ligure ou de crypto-Ligure. Et puis, dans un deuxième temps, ce sont des gens qui ont aussi ils sont benemeriti. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est pas trop le cas de Francesco. Francesco est arrivé avant une guerre possible avec Giampaolo de Lecce, parce que c'est la raison profonde pour laquelle il arrive en 1514, et il arrive avant les guerres du milieu du XVIe siècle. Et Gabriel, lui, évidemment, sera bénémérite, comme pratiquement toutes les familles ajacciennes un petit peu importantes de la deuxième moitié du XVIe siècle. Les Baccio, les Begné, alors à la fois du côté corse, Begné, Bastelica, etc., Fiore, bon, ça c'est des familles, et puis du côté génois, c'est-à-dire des familles comme Baccio, Chionette, Ponte, etc., qui vont faire valoir leur bénémérante. Ils ont été bien mérités de la patrie génoise, en étant du bon côté, c'est-à-dire pour l'essentiel en quittant Ajaccio en 1553 pour se rendre à Calvi. Ils sont partis sur Calvi, ils se sont repliés sur Calvi, où en fait Geronimo, et ça c'est le troisième dans la lignée, il y a eu Francesco, Gabriel et ensuite Geronimo. Et Geronimo, lui, c'est un homme de loi. Alors, il y a deux hommes de loi qui se suivent, Geronimo et Francesco, qui permettent alors l'élévation des Bonaparte. Et ça, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, ça, les Bonaparte eux-mêmes du XVIIIe siècle en étaient conscients. Ils étaient conscients que le démarrage réel de leur famille, c'était dans la moitié du XVIe siècle, avec Geronimo, mais ensuite avec Francesco jusqu'aux années 1630 où meurt Francesco, qui était vraiment le moment où ils avaient obtenu l'essentiel des avantages.
Et ensuite, malheureusement pour eux, entre 1630 et Napoléon y compris, aucun des Bonaparte de la lignée, disons la lignée principale, n'arrivera à l'âge de 55 ans. Et ça, pour des gens d'Ancien Régime, habitués à ça, puisque bon, l'espérance moyenne de vie est de 25 ans. Donc, bon. Mais 55 ans, ça paraît vieux par rapport à 25, bien sûr, mais 55 ans, ça ne permet pas, en fait, dans la réalité, je pense notamment à un Sébastien qui meurt à l'âge de 40 ans, ça ne permet pas de faire jouer les relations pour pouvoir installer ses enfants, etc. etc. Donc tout est à reprendre pratiquement chaque fois. C'est ça qui fait le positionnement donc, des Bonaparte. Comment ils se marient, les Bonaparte? Ça, tu parles depuis le début des hommes. Ils se sédentarisent. Où est-ce qu'ils trouvent et comment ils trouvent une union ici? Est-ce que ces unions sont profitables? Alors, dans un premier temps, ils se marient à l'extérieur. Ils se marient Sarzane. C'est-à-dire que Francesco, lui, il a une épouse de Sarzane. Sa fille épouse une de Sarzane, son fils épouse une de Sarzane. Donc voilà, je veux dire, ils ont un pied en Corse et ils ont encore un pied à l'extérieur. Hein. Il y a toujours cette... Et puis ensuite... là, on va avoir des Génois. Geronimo, lui, épouse la fille de Quilico de Calvari. Calvari, c'est une localité de Ligurie, donc on voit très bien. Et puis, assez rapidement, aider en tout cas les enfants de Geronimo, il y a un mélange. Il y a un mélange qui s'effectue, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois des Ligures et puis il y aura des Corses qui ont bien mérité. Et oui, bien sûr, je veux dire, la famille Bastelica, par exemple, hein, Bastelica, c'est le premier est connu, Baptiste, pour être revenu avec la jambe de Saint-Pierre. C'est lui qui a découpé la jambe et qui l'a amenée et on l'a mise à l'entrée de la ville d'Ajaccio. Donc voilà, c'est quelqu'un qui effectivement est un bénémérite du côté génois. Donc il va y avoir un mélange entre des familles ligures, hein, les Cavatorte, hein, par exemple. Cavatorte est un des gendres de Geronimo Bonaparte. C'est un personnage tout à fait intéressant, qui a fait les guerres, etc., dans le camp génois, hein, de manière claire. Mais d'ailleurs, pratiquement tout ce monde-là est dans le camp génois, hein, sans aucun souci. La nouveauté à partir de Francesco, c'est qu'il glisse du côté seigneurial. C'est-à-dire qu'on va commencer à voir apparaître, à ce moment-là, alors, soit des Bonifaciens, Cataccioli, hein, qui donnera d'ailleurs au Bonaparte une maison. Hein, il y a une maison Bonaparte à Bonifacio jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, date où ils la vendent. Et puis, bien sûr, il y a les seigneurs. Les seigneurs, c'est des seigneurs Bozzi, c'est des seigneurs Ornano. Et Francesco, comme Geronimo, ont été lieutenants de la seigneurie d'Istria. Hein, donc ça leur permet en fait de rentrer dans ces familles qui sont des familles de tout petits seigneurs. Hein, c'est des seigneurs avec quelques vassaux. Hein, c'est quelque chose d'assez restreint, mais d'intéressant. Il faut se souvenir que les Bozzi, par exemple, que la maison Bonaparte, c'est une maison Bozzi à l'origine. La maison Bozzi, etc., c'est la maison en fait d'un personnage que Francesco Bonaparte a bien connu, puisque la contrade Malherbe, ou Contrade di San Carlo, ou Contrade, enfin, qui ça finira par s'appeler d'ailleurs Contrade à Bonaparte, hein, à l'origine s'appelle Contrade dont on parle de Bozzi. Hein, donc on voit très bien le mouvement en direction donc, des seigneurs. Alors ça, ce qui est assez amusant, c'est que c'est valable pour les Bonaparte, c'est valable pour les Baccio, et c'est valable pour les Ponte, c'est valable en fait pour toute une série de familles, donc d'origine ligure ou donc des environs, disons, de la Ligurie, qui ont tout à fait fonctionné dans cette idée de véritablement
d'adoption de Corses ayant bien mérité, etc., qui sont dans le même camp. Voilà, c'est cette chose-là. Après, bon, il faut pas surestimer la question du camp. Il y en a beaucoup aussi qui ont été du côté de Saint-Pierre et qui ont changé de camp au tout dernier moment. Et à partir de ce moment-là, ils sont devenus méritants. Ils sont devenus tout à fait méritants. On en a quelques-uns aussi. Merci beaucoup Antoine-Marie Gradian, merci beaucoup Philippe, on se retrouve demain en votre compagnie. Merci, au revoir. À demain. Bonsoir, bienvenue dans Story Australia pour cette deuxième émission de la semaine en compagnie de Philippe Perfettine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Et d'Antoine-Marie Gradian, bonsoir. Bonsoir. Nous évoquions hier l'Ajaccio des Bonapartes, c'est un ouvrage qui va sortir en octobre 2017 aux éditions Piazziolo. On a parlé justement de cette implantation de la famille Bonaparte au sein, si on peut dire, de l'établissement de l'époque, en tout cas sur Ajaccio. Oui, c'est une espèce de gentry. En fait, dans la réalité, il y a des familles qui sortent dès le départ, qui apparaissent, qui sont des familles importantes. Les Bacciocchi, par exemple, de manière claire, qui sont là depuis au moins 1502. On a en 1547, on a une lettre dans laquelle Martino Baccio qui dit « Nous sommes là depuis 1502 ». Donc très bien, on peut penser qu'effectivement, ils sont là au moins depuis cette date-là. Donc ils sont arrivés parmi les premières familles en Ajaccio. Ajaccio étant créé en 1492, donc ils sont pratiquement là dès l'origine. Les Bonaparte n'ont pas traîné. 1514 par rapport à 1492, on n'est pas forcément dans les familles qui ont créé Ajaccio, comme ça a été souvent dit concernant les Bonaparte, mais c'est pas totalement faux. Ils sont pas loin, en tout cas dans cette construction-là. Donc c'est effectivement une espèce de gentry, d'oligarchie, qui va dominer en fait dans la réalité Ajaccio pendant qui est composite, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des Ligures et puis il y a des Corses à l'intérieur de cette oligarchie. Des Corses qui ont bien mérité, on en revient à l'idée que je développais hier, des gens qui ont bien mérité de la patrie génoise, et les uns et les autres peuvent faire jouer justement cet engagement, ces engagements militaires ou en tout cas au niveau de la pensée, ils étaient plutôt du côté génois que du côté corse, même si tous n'ont pas combattu. Et en fait, on se retrouve autour des années 1580 avec un groupe oligarchique qui va être grosso modo le même qu'on va retrouver 150 ans plus tard. C'est-à-dire que, à quelques exceptions près, une exception notable, c'est les Peraldi, une famille qui vient de Coro, mais en dehors des Peraldi et de quelques familles nouvellement arrivées à Ajaccio, le gros des familles, dès le départ, des familles dominantes, est installé dans Ajaccio. De quelle manière ils deviennent dominants? Car on s'implante, mais après, comment on construit la richesse dans ce qui est à la base une colonie militaire? La richesse, alors la particularité ajaxienne par rapport... Je viens de finir un bouquin sur Lévis. Et j'avais été frappé dans le bouquin sur Lévis de voir qu'en fait, dans la réalité, les propriétaires lévianais, en fait, avaient des bergers et ils lui donnaient le troupeau. Mais ils expliquaient jamais où le troupeau allait s'installer. Tout simplement parce que le territoire de Lévis est très très vaste. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut installer le troupeau là où on peut. Finalement, s'il n'y a personne d'autre à proximité, je m'installe, point final, je demanderai à personne. À Ajaccio, ça ne marche pas du tout comme ça. À Ajaccio, il faut se rendre compte qu'une partie des terres appartient à l'État. Les anciennes concessions, je pense à la Confine, par exemple. Le nom la Confine à Ajaccio, tout le monde sait ce que veut dire la Confine. Tout le monde a vu sur les bus Confine, etc. La Confine, à l'origine, ça veut dire une propriété pour les Génois. Et la Confine, c'est une propriété qui avait été concédée à une famille, qui était la famille de Bartolomé d'Apassane. On était dans les années 1530, très bien, qui ensuite a été saisie, comme toutes les anciennes concessions par l'Office de Saint-Georges en 1559. Et ensuite, l'État génois a récupéré la Confine et l'a louée. Alors, la Confine, location, tout autour de la Confine, des propriétés qui appartiennent en fait à la mairie, enfin on dirait la mairie aujourd'hui, la communauté d'Ajaccio,
en tout cas, hein, là, notamment une propriété qui s'appelle, aujourd'hui qu'on appelle Terra Vecchia, mais qui à l'origine s'appelle Torre Vecchia, parce qu'il y avait la tour de Bartolomé de Passano, etc. Donc, et pratiquement toutes ces terres, disons depuis à peu près le Timozzolo, depuis donc le stade, jusque pratiquement au milieu d'aujourd'hui, du côté de l'aéroport, eh bien toute cette zone-là en fait était louée, appartenait soit à l'État, soit à la commune d'Ajaccio. Bon, après il y avait une partie de biens de l'autre côté, sur l'autre versant, qui appartenait à l'évêque d'Ajaccio, et puis une partie qui appartenait à des seigneurs dont on parlait tout à l'heure. Et donc, en fait, la grande astuce pour gagner de l'argent, je mobilise de l'argent, je suis 2-3 personnages un peu importants, je mobilise de l'argent, je loue un terrain, je le découpe en lances et je sous-loue à des particuliers, etc., qui vont me payer soit en nature, soit en argent. Bon. Et en fait, dans la réalité, Ajaccio, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la grande erreur qui a été commise par tout un tas d'historiens concernant les Bonaparte, c'est de savoir ce qui leur appartenait. Mais ça, on s'en fout. Ça, c'est tout à fait secondaire. Ça, c'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est combien d'argent ils peuvent mettre sur la table pour louer telle ou telle partie avec lequel ils vont gagner de l'argent. Voilà, c'est ça, en sachant qu'au XVIIIe siècle, il y aura une panne à partir de 1729, puisqu'il y a les révolutions de Corse qui vont tout changer. Mais jusqu'en 1729, dans la réalité, c'est très très simple. Je prends en location tel terrain à la commune d'Ajaccio, et la commune d'Ajaccio passe son temps à louer. Et comme en plus je suis des deux côtés, c'est-à-dire je suis à la tête de la mairie d'Ajaccio et en même temps je loue à la mairie d'Ajaccio, ça gêne personne, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ben oui, il faut bien comprendre comment tout ça fonctionne. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux effectivement faire de l'argent. Je peux faire de l'argent à qui on loue. On loue à des gens de Bocognane, on loue à des gens de Taverne, on loue à des gens d'Alat, en sachant qu'à l'époque, lorsqu'on regarde le plan terrier, c'est flagrant, AFA n'existant pas, Taverne et Bocognane jouxtent Ajaccio. Au niveau du stade de Timozzolo, j'ai pratiquement le coin, là, un peu au-dessus du stade, j'ai le coin qui appartient en fait aux Bocognanais et aux Taverrais. Hein, donc, il faut se rendre compte de cette donnée-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le Bocognanais qui a besoin d'avoir une terre pour mettre son bœuf en dépaissance, ou quelqu'un qui a besoin de faire un peu de blé, etc., je trouve un terrain que je vais louer. Voilà, ça fonctionne. En fait, dans la réalité, l'essentiel des affaires ajacciennes, c'est ça. Ce sont des affaires qui sont liées à la terre, et ça explique plein de choses. Ça explique y compris les phrases de Napoléon qui sont un peu ambiguës sur la fin de sa vie, dans lesquelles il explique à la maison, finalement il y a peu d'argent liquide qui circule, et bien sûr, pour l'essentiel, il s'agit d'éléments en nature, de location en nature. Donc effectivement, par contre, le dimanche arrivé, dit-il, le lait des chèvres, les fromages, etc., Mais bien sûr, nécessairement, puisque ça fonctionne comme ça. C'est ça qui fait effectivement, pendant, en tout cas, du XVIe jusqu'au début du XVIIIe siècle, c'est ce qui fait l'essentiel de la fortune des Ajacciens. Merci beaucoup Antoine-Marie, on se retrouve demain. Merci Philippe, à demain. Au revoir. À demain. Bonsoir, bienvenue dans Story en Australie. Nous sommes mercredi sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Et d'Antoine-Marie Graziane. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Donc nous évoquons cet ouvrage qui sortira donc en octobre 2017 aux éditions Piazzolo, Ajaccio des Bonaparte. On a parlé hier de ce qui faisait de la richesse et la puissance de la famille Bonaparte. On l'a bien compris, c'est l'influence, en tout cas la possibilité non pas de pouvoir bénéficier de terres à louer justement. On l'a vu, ce n'était pas le numéraire qui fait la richesse de la famille Bonaparte. Non, c'est pas cela étant, ce qui fait leur influence, c'est le fait qu'ils sont des Bonaparte.
Ils sont des Bonaparte, et à partir de ce moment-là, moi je regarde, je crois qu'il y en a un qui n'a pas été ancien d'Ajaccio, dans toute la sterpe. Hein. Il est mort à 40 ans, il est mort trop jeune, etc. etc. Je pense que s'il avait vécu, il aurait été, effectivement, il serait rentré lui aussi dans la communauté d'Ajaccio. Donc, en fait, c'est une oligarchie. Hein. La tête d'Ajaccio, c'est une oligarchie, qui ne concerne pas tout Ajaccio. Il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux Ajaccio. Il y a l'Ajaccio de la vieille ville et puis l'Ajaccio du bourg. Et là, de manière claire, au milieu du XVIIIe siècle, au moment où les événements vont se précipiter, jusqu'à l'affaire Masseria, et l'affaire Masseria est liée totalement à ça, hein, de manière claire, c'est en fait, dans la réalité, c'est le bourg contre la vieille ville. La vieille ville domine totalement parce que l'essentiel des participants à la commune d'Ajaccio sont issus de la vieille ville et que les gens du bourg, or le bourg prend de plus en plus d'importance. On est parti avec le bourg à zéro, on est fin des années 1580, on est avec le bourg à zéro. En 1600, on est un bourg à 150. Hein. C'est déjà pas mal, hein, 150 habitants sur 10 ans. Voilà, et puis on va arriver à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, avec un bourg qui pratiquement est à peine au-dessous de ce qu'il y a dans la vieille ville. Et à partir de ce moment-là, les gens du bourg disent « oui, mais nous, on n'est pas représentés ». On n'a pas cette possibilité. Et là, il va y avoir effectivement un hiatus très important, une véritable opposition. Et il faut quand même rappeler une chose qui est assez amusante dans l'affaire avec Masseria, c'est que lorsque Paul, malheureusement, j'ai découvert les lettres qu'après avoir publié le 6e volume de la correspondance de Pascal Paul, parce que sinon les lettres auraient été évidemment à l'intérieur, les lettres de Paul à la commune d'Ajaccio, à qui il choisit deux des membres du bourg. Hein, ça veut dire de manière claire que Paul sait pertinemment qu'il y a un hiatus à l'intérieur de la ville, que en fait l'administration génoise s'appuie complètement sur la vieille ville contre le bourg. Et donc, Paul, lui, tout naturellement, il joue le bourg contre la vieille ville. Voilà, c'est cet aspect-là qui est tout à fait intéressant. Et ça se retrouve à tous les niveaux. Ça se retrouve y compris au niveau des confréries. Et ça, c'est une donnée qui est une donnée assez intéressante. Il y a plusieurs confréries, en fait, à Ajaccio. Il s'en est créé plusieurs. Il y avait une confrérie à l'origine qui était Saint-Jean-Baptiste, hein, dont je fais partie. Bon, voilà, très bien, c'est la mienne. Saint-Jean-Baptiste, qui était la confrérie des Corses qui se trouvait à Saint-Jean-Baptiste, donc à Saint-Jean, aujourd'hui à Ajaccio. Et puis, il y avait c'était la confrérie des Corses. Et puis, il y avait la confrérie génoise à l'intérieur de la ville, qui était la confrérie San Geronimo, Saint-Jérôme, hein, qui correspondait en fait à un petit établissement qui n'existe plus aujourd'hui, qui se trouvait dans la rue Fort-Choly-Comte, à côté de l'ancien bâtiment des Clarisses. Alors ça ne dit plus rien à personne, mais voilà, c'était dans cette zone-là qui était l'hôpital d'Ajaccio. Hein, l'hôpital, donc San Geronimo correspondait à l'hôpital d'Ajaccio. Et lorsqu'il y a eu un problème entre les deux parties de la population, alors cette fois-ci à l'intérieur de la vieille ville, entre les Corses et les Génois, on a fait un traité de paix, on a passé un traité de paix, on est en 1579, entre les Génois et les Corses de la vieille ville, traité de paix au bout duquel il était marqué que désormais il n'y aurait qu'une seule confrérie à Ajaccio, la confrérie de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jérôme. Hein, donc voilà, mais oui, bien sûr, parce que voilà. Alors ça c'est la première confrérie d'Ajaccio. Après il y a des confréries qui sont liées à des chapelles de la cathédrale d'Ajaccio.
Des chapelles, alors, il y a des chapelles qui existent encore, il y a des chapelles qui ont complètement changé de nom. C'est pas la peine de faire le truc parce que on verra dans l'ouvrage, je reviens très longuement sur cette question, la mutation, notamment au niveau des chapelles. Il y avait 6 chapelles à l'origine, les 6 chapelles, il y en a 2 dont les noms sont restés, les 4 autres sont changés, donc il faut faire extrêmement attention. Donc chacune correspond à des confréries, et ces confréries, à ces confréries-là vont s'ajouter des confréries qui appartiennent alors à des parties de la ville qui n'existent plus aujourd'hui, notamment une confrérie qui était liée à l'arte, donc à la corporation des calzolari, c'est-à-dire des cordonniers, qui s'était installé dans l'église Saint-François, donc dans l'église du couvent Saint-François qui ensuite devenu hôpital militaire et disparu dans les années 70, et qui s'appelait Saint-Crispin et Saint-Crispinien. Voilà, alors ça rappelle, les gens qui ont vu le film Azincourt se souviennent, nous sommes aujourd'hui le jour de la Saint-Crispin et Saint-Crispinien. Voilà, ça c'est pour le passage culturel de l'émission. et Saint-Crispin et Saint-Crispinien, et cet art, donc cette confrérie, cette corporation qui est à la fois une corporation et une confrérie, Saint-Crispin et Saint-Crispinien correspond en fait purement et simplement à un art, à une corporation qui est la corporation des cordonniers. À côté de ça, il y a une disparité certaine, c'est qu'à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, il y a une confrérie qui est apparue dans les années 1640, mais qui prend une forme assez particulière, c'est-à-dire que tous les tenants importants de la vieille ville vont rentrer dans cette confrérie-là. C'est la confrérie de la mort, c'est la confrérie de San Carlo, et San Carlo qui est à l'origine Saint-Jean-Baptiste et qui devient San Carlo. Il y a une espèce de transmutation qui s'effectue, et cette confrérie de San Carlo, et on voit les Bonaparte rentrer dans la confrérie de la mort, dans la confrérie de San Carlo, et devenir prieur de la confrérie de la mort. La confrérie de la mort s'occupe en fait des pauvres. C'est une confrérie qui est là pour gérer en fait les gens qui n'ont pas les moyens pour se faire enterrer, etc. etc. Il y a tout un travail assez particulier sur cette confrérie, mais on voit de manière claire l'espèce d'opposition qui existe entre les confréries, y compris la confrérie du Borgo, San Roquel, qui existe déjà. La confrérie du Borgo, et puis de l'autre côté, la confrérie de la mort, la confrérie San Carlo, qui correspond en fait plutôt aux familles de l'oligarchie régnante à l'époque à l'intérieur d'Ajaccio. C'est ça les choses qu'on peut rencontrer. Antoine-Marie, on se retrouve demain en votre compagnie. Philippe, à demain. À demain. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra, et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Perfettine, bonsoir. Bonsoir Lisa. Et d'Antoine-Marie Graziani, bonsoir. Toujours à propos de cet ouvrage Ajaccio des Bonaparte, donc la publication est prévue en octobre 2017 aux éditions Piazzol. Alors Antoine-Marie, on était resté hier sur les confréries d'Ajaccio et la place que vont occuper au fur et à mesure les Bonaparte dans la ville et donc dans le monde religieux qui régit la ville à ce moment-là. Comment est-ce qu'on devient une famille tentaculaire ça? Quel est le cousinage? Quelles sont les unions qui permettent aux Bonaparte de devenir excessivement nombreux et puissants dans cette ville au fur et à mesure qu'on va se rapprocher d'une époque qu'on connaît un peu mieux à partir de Charles Bonaparte? En fait, nombreux non, ils sont justement relativement peu nombreux. Lorsqu'on regarde d'une génération dans l'autre, on a 2, 3, ils sont 2, 3, 4. Alors, ce qui est assez intéressant, par contre, là, je vais complètement dans le même sens, c'est que ils fonctionnent en groupe. Il y a très peu de testaments. C'est une donnée forte. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu la même chose que j'ai connu à Lévis. Alors à Lévis, il y avait des testaments, mais les testaments aboutissaient en fait à simplement dire mes héritiers seront trucs et machin, on le sait, c'est les enfants. Donc voilà, l'affaire était réglée. Par contre, il n'y avait aucun partage qui s'effectuait. Et du côté des Bonaparte, c'est à peu près la même chose.
C'est-à-dire que on nous parle de partage. Je serais tenté de dire, c'est plutôt des partages qui sont dus aux dots des filles que véritablement des partages comme on les attendrait. On attendrait, à un moment donné, les Bonaparte possèdent tel bien, tel bien, tel bien. Ils ont une propriété importante aux Salines, qu'ils ont découpé de manière un petit peu... On simplifie en disant il y avait une vigne, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ma connaissance, il y avait 4-5 vignes. En fait, ils avaient un terrain très très large et dans l'intérieur desquels ils ont fait des vignes qu'ils ont données par morceaux à telle ou telle partie de leur famille. Au moment où il fallait faire des dots. Car la grosse question, et c'est une des grosses questions ajaxiennes, ce sont les dots. Alors, les Bonaparte ne sont pas les plus grands à l'époque à Ajaccio. Il faut quand même se dire les choses comme elles sont. La famille dominante, c'est les Peraldi. C'est beaucoup plus les Peraldi que les Bonaparte. Les Peraldi, lorsqu'on a les dots des filles Peraldi, on arrive jusqu'à 15 000 lires. Madame Mère, c'est 7 000 lires. C'est la moitié. Voilà, c'est une dot, je serais tenté de dire moyen plus. Voilà, moyen plus, mais c'est pas la grosse dot. Les Peraldi, ça se promène 8, 10, 15 000. Voilà, c'est les Peraldi. Donc, il y a des familles qui sont certainement plus riches. Il se trouve que pour les Peraldi, en plus, j'ai eu un document exceptionnel entre les mains, qui est un document où les Peraldi ont noté toutes leurs affaires. Bon, c'est impressionnant. Ce sont des gens qui ont passé leur temps à acheter des terrains et surtout à prêter de l'argent contre des censes. Alors, le principe des censes, c'est assez simple. Je vous donne un terrain. Sur le terrain, je fixe un prix. Voilà, 1000 par exemple. Vous me prêtez 1000. Moi, je vais vous rembourser 100, entre 80 et 100 par an. Le problème, c'est que c'est ad vitam aeternam. Principe d'essence, c'est ad vitam aeternam. Donc on peut avoir 2-3 générations avec des gens qui remboursent un sens qui a été fait 100 ans auparavant. Donc c'est une immense arnaque. Je veux dire, mais ça correspond à deux choses. Ça correspond à l'absence d'argent liquide, parce qu'en fait, ces sens, vous voyez apparaître ces sens dans les testaments, vous voyez apparaître les sens dans les constitutions dotales. On rachète les sens, c'est-à-dire que lorsque vous rachetez un terrain, il ne faut pas racheter simplement le terrain, il faut racheter aussi le sens qui est sur le terrain. Sinon, c'est vous qui vous substituez au paiement de voilà, en fait, dans la réalité, vous avez racheté un terrain, mais il va falloir que vous payiez un loyer, en fait, dans la réalité. Donc, en général, les deux suivent. C'est-à-dire que lorsqu'on rachète un terrain, on rachète le sens qui était sur le terrain. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. On voit les Bonaparte passer leur temps à soit passer des sens eux-mêmes parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie, soit au contraire essayer de racheter les sens aux uns et aux autres. Et ce système de sens est complètement envahissant, puisque normalement les sens c'était essentiellement sur des maisons, et là c'est y compris sur des terrains. Donc on a quantité et quantité. Donc la famille Peraldi lorsqu'on regarde, il fait des additions là, de fin d'année, les additions sont copieuses, parce qu'il a des dizaines et des dizaines de sens, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de loyers d'argent qui rentrent chaque année. C'est ça. Donc je disais... pour l'essentiel, c'est des questions de contrat de location. C'est aussi, effectivement, ce principe, c'est-à-dire le principe du sens, qui est, à mon avis, tout à fait représentatif d'Ajaccio. Je n'ai pas l'équivalent à Bastia, absolument pas l'équivalent à Bastia. Je n'ai pas du tout l'équivalent du tout à Lévis. Des sens, il n'y en a quasiment pas. À Ajaccio, j'ai des dizaines et des dizaines de contrats de sens. C'est donc, on a des formes assez particulières d'économie. Vous voyez, on n'est pas sur les mêmes logiques que dans une grosse commune comme Lévis, ou dans une ville qui est beaucoup plus marchande comme Bastia.
À Bastia, ce qu'on voit, c'est essentiellement des gens qui mettent de l'argent dans des contrats à la grosse, c'est-à-dire pour la grosse aventure. C'est-à-dire, je prête de l'argent à quelqu'un qui va faire un voyage entre la plaine orientale et Gênes, ou entre la plaine orientale et Pise. Voilà, et je lui prête de l'argent, il va acheter du blé, etc. Il va le transporter de l'autre côté, on va toucher, et ensuite il y aura le retour, et au bout du compte, je toucherai la moitié du tout. Ça c'est des contrats à méta, ça des contrats assez compliqués, mais c'est ce qu'on voit à Bastia. À Ajaccio, ce genre de contrat, on en voit très très peu. Il n'y a qu'un seul des Bonaparte, qui est Carlo Marie, on est dans les années 1680, qui lui va mettre de l'argent dans des contrats à la grosse aventure. Et c'est la particularité des Bonaparte, c'est-à-dire que lorsque je regarde sur le temps long, j'ai 2 militaires au début, ensuite j'ai 2 hommes de loi, ensuite j'ai des marchands. Ensuite, voilà, c'est-à-dire que ils ne sont jamais là où on les attend. On les voit avancer comme ça. Et par contre, ils avancent en meute. C'est-à-dire, il y a 3-4 enfants. Les 3-4 organisent les choses. Vous parliez de Charles Bonaparte. Avant Charles Bonaparte, il y a son père et ses oncles, qui, pour l'essentiel, passent leur contrat ensemble. À la génération précédente, son grand-père et ses grands-oncles passent leur contrat ensemble. Et puis, il y a, disons, les transpériodes, c'est-à-dire, par exemple, les 3 oncles au début fonctionnent avec le grand-oncle, un des grands-oncles, Antogne. Voilà, donc les actes sont passés. On trouve très peu d'actes avec un seul des Bonaparte. En fait, la plupart, c'est à ce moment-là, ça fonctionne ensemble. Et c'est la raison pour laquelle Luciano, l'archidiacre, devient effectivement un personnage important au moment où ses 2 frères sont décédés. Mais jusqu'au moment où ses frères sont décédés, contrairement à la légende, Luciano, c'est rien. C'est d'abord Giuseppe et Napoléon. Ensuite, c'est Napoléon tout seul, et puis lorsque Napoléon meurt, eh bien oui, Luciano, à ce moment-là, devient l'homme important de la famille. Et puis arrive Charles. Charles prend toute sa place, et puis Charles meurt, et là, Luciano reprend la main. Et voilà, vous voyez, c'est cet agencement-là qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup, Antoine-Marie. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Philippe Perfettine. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Et d'Antoine-Marie Graziane. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, nous évoquons toujours cet ouvrage Ajaccio des Bonaparte aux éditions Piazzol, dont la sortie est prévue en octobre 2017. Oui, et on avance progressivement dans le temps pour arriver au XVIIIe siècle, qui va voir l'émergence... vu au sud de tous de la famille, à la fin du siècle, mais avant, il y a le père et les frères de Charles Bonaparte, dont un qui est plus fameux que les autres, qui est Luciano. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, Antoine-Marie, s'il te plaît? Alors, bien comprendre, en fait, dans la réalité, Charles a ses oncles. Ses oncles sont donc... son père, d'abord Giuseppe, avec ses oncles, c'est-à-dire Napoléon et Luciano, qui fonctionnent donc ensemble. Ce que j'expliquais hier, c'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne vraiment par période, et tous les actes sont passés ensemble. Le problème avec Charles, c'est que Charles va amener une particularité, il va devenir procureur, et avec son assesseur dans un premier temps, puis ensuite procureur, et ce qui va lui donner en fait une somme d'argent stable. Et ensuite, il va voir, pour moi, c'est le malin de l'affaire, parce que Charles est souvent présenté comme Usbaco, un personnage comme l'a présenté Napoléon d'ailleurs. Mon père était un personnage un peu fantasque, qui dépensait beaucoup, etc. etc. Sauf que Charles avait parfaitement compris qu'il était devant une administration moderne. Ce n'était plus l'administration génoise. Tout le système était à revoir. Et que effectivement, il pouvait se lancer dans quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il a joué la carte, pour moi, de manière claire, la carte des propriétés,
de 2 propriétés. Alors une propriété qu'il avait déjà de famille, qui était la propriété des Salines, dont j'ai parlé, c'est-à-dire une propriété qui avait été qui était rentrée par Geronimo donc en 1589. Donc lui il présente 1584, mais c'est une erreur, c'est 1589. En 1589, cette propriété, il va essayer de la mettre en valeur. Il va essayer de la mettre en valeur. Il va y perdre beaucoup d'argent, sans doute. Ils vont lancer dans cette affaire-là aussi une affaire de pépinière, à un moment donné, sur des mûriers, donc l'épisode est connu. Et puis, il y a une seconde propriété, c'est la propriété des Millers, dont on nous a expliqué que, en fait, dans la réalité, une des ancêtres de Napoléon, Virginia O'Donnell, son père avait fait un testament dans lequel il disait le bien ira à mon fils, très bien, et à mon petit-fils si j'ai un petit-fils, et puis si ce petit-fils n'a pas d'héritier, ça reviendra, en fait, le bien reviendra à ma fille. Enfin bon, ça c'est ce qu'on nous explique, avec un testament qu'on ne trouve pas d'ailleurs, enfin, ce qui est un peu gênant, et voilà en tout cas la manière dont c'est présenté. Et il se trouve que le petit-fils, en fait, au lieu de faire un testament, il n'a pas d'enfant, il fait en fait un testament en faveur des jésuites. Alors, sauf que lorsqu'on regarde les textes, tout ça c'est du bidon. C'est du bidon pour une bonne et simple raison, c'est que en fait les jésuites ont payé. En fait, ils ont donné de l'argent en assez grande quantité au petit-fils O'Donnell. Et donc, lorsqu'il leur fourgue tout son avoir, les jésuites, c'est à peine s'ils s'y retrouvent, parce que c'est pas monstrueux ce qu'il a, et les jésuites ont mis beaucoup d'argent, y compris à un moment donné, lorsque lui meurt, il prête à ses héritiers, et c'est la première fois que ça rentre dans la famille, les Millers. Les Millers ne sont pas une propriété O'Donnell. C'est pas vrai. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre un peu partout. C'est complètement un truc de fada. Ça appartient aux Gèses. C'est les jésuites qui possèdent les Millers. Purement et simplement, ça vient d'un des legs qu'ils ont obtenus, c'est-à-dire le legs des pauvres prisonniers. Bon. Très bien, les pauvres prisonniers avaient une chapelle à l'intérieur de l'église donc des jésuites, c'est-à-dire Saint-Erasme actuel, Saint-Erasme, et ils avaient donc cette chapelle, et à l'intérieur, et cette chapelle possédait des biens, comme toutes les chapelles. Il y avait toujours un homme de loi, d'une famille importante ajaxienne qui se glissait dans l'opération, et donc ces biens, ce bien des Millers, Charles Bonaparte sait pertinemment que ça n'a jamais appartenu aux O'Donnell. Il dit mon ancêtre a été grugé par les jésuites, etc., etc. Alors ça tombe très bien parce que les jésuites ont été expulsés de France, etc. Et donc lorsque les Français arrivent, ils sont expulsés de Corse. Il faut se souvenir que c'est une des raisons qui a fait que l'armée française en 65 a fait un espèce d'aller-retour. Ils ont dit non, nous si les jésuites sont dans la ville, nous on se retire. L'épisode est assez amusant. Et donc qu'est-ce qui se passe sur ce bien-là ? Eh bien, Charles Bonaparte réclame ce bien qui n'a jamais appartenu aux O'Donnell au nom du fait que son ancêtre aurait été grugé par le testament de son neveu. Bon, très bien. Dans cette affaire-là, il n'obtient pas gain de cause, parce que les biens des jésuites qui ont été récupérés par le domaine, et que le domaine royal, on ne lui fait pas lâcher les choses comme ça. Ça ne sera lâché qu'après la mort de Charles, c'est-à-dire Charles meurt en 85, ça va être donné à Laetitia en 86, ça tombe bien au moment de la pépinière, au moment de l'opération. Sauf que à partir de 88, les Bonaparte, eh bien, sont victimes comme l'essentiel de ceux qui ont prêté à l'État français du temps, des restrictions budgétaires colossales qui vont entraîner d'ailleurs la Révolution française. La Révolution française est en partie créée, il faut quand même le dire les choses comme elles sont, est en partie créée par une crise numéraire absolument colossale. Le roi de France doit de l'argent à tout le monde, bon, très bien. Donc là on est vraiment dans le vif du sujet, parce que les Bonaparte, lorsque je regarde la correspondance de Napoléon, j'ai 6 lettres signées Madame Mère et pour elle Napoléon Bonaparte, qui réclame le paiement
qui n'a pas été réalisé entre 86 et 90 de la subvention pour la pépinière. Très bien, en tout cas 88, 89, 90, ça n'a pas été payé. 91 non plus. On a une lettre dans la série AP aux Archives nationales de Joseph Bonaparte qui réclame le paiement. Bizarrement, à partir de 91, il réclame plus rien. Tout rapprochement avec le fait que Joseph Bonaparte soit rentré au directoire du département et qu'il ait pu bénéficier, parce que les dossiers étaient déjà installés, etc., avaient été installés par son père, je crains. Mais je ne suis pas le seul à le dire. J'ai lu le bouquin de Thierry Lantz sur Joseph Bonaparte. Je crains qu'effectivement les Bonaparte aient un peu mis la main dans le pot de confiture à partir de 91 et que ce soit une des raisons pour lesquelles, en 93, ils choisissent Salicet contre Paul. Merci beaucoup Antoine-Marie. On se retrouve prochainement en votre compagnie. Merci. Au revoir. Au revoir. Philippe.